Aux États-Unis, une fusillade dans un club LGBT+ a fait au moins 5 morts et 18 blessés. Le drame s'est produit dans la ville de Colorado Springs dans la nuit de samedi à dimanche, lorsqu'un homme âgé de 22 ans est entré dans l'établissement muni d'un fusil avant d'ouvrir le feu. Le tireur présumé a été arrêté et transporté à l'hôpital. Les autorités n'ont pas encore donné d'indication sur le mobile de la tuerie. I wish we had an explanation as to why this keeps happening or why people feel the need to just end someone's joy or permanently just end someone's life like that. How do you walk in and see people just having a great time and smiling and just see them in such a welcoming community and then just want to end it? With a heavy heart, I have to tell you that we had a shooting at a local club this evening. Got initial phone call at about 11:57 in the evening that there was an active shooting at a local club known as Club Q. Numerous officers and medical immediately responded to the area, and officers immediately made entry. They did locate one individual who we believe to be the suspect inside. At this point in time, the investigation is in the very initial stages, but I can tell you that we have 18 injured and 5 deceased. We had numerous people transported to multiple local hospitals via ambulance and police cruisers. The hospitals are helping us to notify family of the injured. I didn't even have my phone with me while I was hiding, so I was afraid I wouldn't even get to say goodbye to my mother or anybody. I just felt just alone, really, alone and scared, but I'm so grateful. Even in those spaces, they come and don't want us to exist. And it's like, how are you even supposed to feel after that? Like, how do you get targeted like that and still supposed to like live a normal life? Malgré le travail des ONG, le manque de moyens et la discrimination permanente ont des conséquences dramatiques. En Russie, le sida progresse de 10 à 15% chaque année. Sortir du placard et vivre ouvertement son homosexualité peut être un défi psychologique. Mais jusqu'en 1982, c'était aussi un défi juridique. Il y a 40 ans, l'âge du consentement est abaissé de 21 à 18 ans pour les homosexuels en France, ce qui instaure pour la première fois une égalité entre tous. Une loi historique qui a ouvert la voie à d'importantes libertés civiles, dont la légalisation du mariage homosexuel en 2013. Mais il reste encore des obstacles à surmonter. Bernard est l'une des grandes figures du Marais au cœur de Paris. Il a dirigé plusieurs établissements gays, comme ce bar très fréquenté. Mais derrière l'homme d'affaires avisé se cache un parcours douloureux. Bernard grandit dans les années 50 à Dax, où il rencontre son premier amour. Donc c'était le fils du président directeur général du casino et des grands hôtels de Dax. Il faisait du cheval et nous, avec les filles, à la sortie de cours, on allait le regarder au parc des Baignaux, courir à cheval et tout ça. Bon, c'était très bien pendant quelques mois et puis on se faisait traiter de pédé dans la rue. Moi, je n'osais même pas sortir. Et un jour, on l'a trouvé, je l'ai raconté, on l'a trouvé le bras cassé, la mâchoire fracturée. Moi, je ne l'ai plus revu depuis ce jour-là. Et moi, j'étais devenu une cible, donc j'avais la trouille. Après ses études, Bernard trouve un emploi à Bordeaux. Là, il fréquente les bars clandestins, mais jamais sans risque. Il y avait des descentes de police, des rafles, on appelait ça des rafles. Ils arrivaient avec des paniers à salade, ils nous ramassaient tous et on partait en garde à vue pendant 2 jours. Et quand on était relâché le mardi matin, ils appelaient la famille et l'employeur. Donc là, on était foutus. Ceux qui se cachaient, ils étaient foutus. C'est la nouvelle mode sordide en Russie.
des groupes d'extrême droite postent sur Internet des vidéos comme celle-ci. Puis, ils diffusent des images. Parfois, ils appellent les parents ou les employeurs de leurs victimes pour annoncer leur homosexualité. Direction Saint-Tropez et Megève, où on fait beaucoup la fête. Un soir, il rentre avec un jeune de 18 ans, mineur à l'époque, qui plus tard le dénonce à la police. Bernard est condamné pour détournement de mineurs. À Paris, dans les années 70, il trouve enfin un emploi et un compagnon stable. Mais il faut attendre l'élection de François Mitterrand pour que disparaissent les discriminations à l'égard des homosexuels dans la loi. Avant Nice, c'est Cannes qui était particulièrement prisé par la communauté LGBT. Cet habitué de la nuit a vécu les soirées gays qui se déroulaient notamment ici, au Zanzibar. Ce bar, premier bar gay d'Europe ouvert en 1885, a fermé ses portes après 125 ans d'existence. En fait, ça se passait à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi, il y avait une petite terrasse. Et en fait, ça rentrait, ça sortait, parce qu'après, il y avait d'autres endroits gays dans la ville, et ça allait d'un endroit à l'autre, en fait. Ça n'arrêtait pas. Mettons, à 20h, on venait ici, à 22h, on allait au 7, après, ça partait ailleurs. Ça n'arrêtait pas. Après Cannes, c'est en quelque sorte Nice qui a pris le relais. Et il y a une dizaine d'années, la ville s'est lancée dans un projet de marais niçois en référence au quartier gay parisien. Ne reste de gay qu'un drapeau arc-en-ciel dessiné au sol et le Malabar. On n'a pas envie d'être dans un ghetto, mais c'est quand même bien d'être dans un lieu où il y a une majorité de garçons, où on sait qu'il n'y aura pas d'ambiguïté dans les regards. Là, on est sûr à peu près qu'ils savent là où ils sont et pourquoi ils sont là, en gros, hein, pour s'amuser, pour prendre un verre, pour faire des rencontres. Dans les autres endroits, c'est pas forcément la même chose. Hein, il peut y avoir des malentendus. Ouvrir sa terrasse à tout le monde, une raison économique pour ce bar, d'autant que les sexualités sont de plus en plus diverses. La nouvelle génération, en fait, n'est plus vraiment gay. Enfin, si les garçons aiment certains garçons, ils ont aussi essayé les filles. Cette stigmatisation systématique n'existe plus à l'heure actuelle. Alors, au détriment de tout ce qui s'est passé, en fait, du passé, comment les gays ont réussi à être acceptés, le mariage pour tous et toutes ces choses-là. C'est vrai que les nouvelles générations font beaucoup moins attention au passé. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Arrêter cette stigmatisation est pour moi quelque chose de naturel et c'est bien. En vrai, en Martinique, ce qui fait plus mal, c'est le regard des autres en soi. Être homosexuel, c'est quelque chose c'est pas facile, mais avoir un fils homosexuel, c'est encore quelque chose de pas facile, parce que t'as encore les gens, les amis, la famille qui parlent. Ça m'a touché au début, puisque la famille me parlait de nous, mais j'écoutais. Et moi-même, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle m'a fait son choix, c'est sa vie. Pas un choix. Effectivement, c'est pas un choix, c'est ta vie. La démarche du coming out, c'est une démarche qui me perturbe énormément parce que on pousse beaucoup de jeunes à faire leur coming out et dire ça à leurs parents, ça à leur famille et tout, alors que c'est une charge mentale en plus parce que je pense qu'on n'a pas à devoir assumer la charge des sentiments des autres en fait, parce que déjà juste le fait d'être homosexuel ou une personne queer, c'est une charge mentale déjà difficile. J'ai un grand frère, j'ai un petit frère, Kevin et Joey, ils ont pas fait de coming out hétérosexuel. Ils ont jamais dit à maman je suis hétérosexuel. Donc ma mère a constaté qu'ils avaient des copines en fait. Moi j'ai pas à dire, eux ils ont pas dit pourquoi moi je vais dire quoi que ce soit. C'est la même chose en fait. Ça s'appelle l'égalité. Le seul coming out, c'est ton coming out de toi à toi-même. C'est juste accepter toi-même ce que tu es en fait. Les autres, ça sert à rien de leur dire. C'est sûr que toute la communauté gay a voté pour Mitterrand. Et je m'en souviendrai toujours. C'est le dimanche où ils ont annoncé l'élection de Mitterrand, j'étais au Palace, puisqu'il y avait des tea dance au Palace. Et à 20h, une pluie de pétales de rose est tombée sur la scène, sur la piste de danse. Donc voilà, tout le monde a hurlé, tout le monde était content. On s'est tout d'un coup senti libre. Mais la joie est de courte durée. Car si les années 80 sont celles de la Gay Pride, elles voient aussi l'émergence du sida
Et la communauté gay est la première touchée. On ne savait pas comment la maladie s'attrapait vraiment et qu'elle n'était que chez les homosexuels. Donc on était vraiment les parias. Parmi les victimes, le frère et le compagnon de Bernard. Aujourd'hui, le patron de bar aspire à se retirer du monde. J'ai honte, toujours honte. Honte de quoi? D'être homo. Ça me suit partout. J'ai une maison en Normandie, dans un petit village. Depuis 30 ans, je ne connais personne parce que j'ai honte. Igor Yassine, l'un des rares militants de la cause homosexuelle qui accepte de s'exprimer publiquement. Voilà comment les petits groupes piègent des jeunes homos. Ils se mettent en contact avec eux via les réseaux sociaux, en se faisant passer pour des hommes adultes qui cherchent des relations sexuelles, parfois tarifées. Pour Igor Yassine, la création de ces milices n'est pas une coïncidence. Elles sont nées au lendemain des premières lois régionales punissant la propagande homosexuelle il y a 1 an. La loi fédérale a été votée en juin dernier à plus de 90%. À chaque fois, les manifestations contre le texte ont été violemment réprimées par la police, avec la complicité des milices d'extrême droite. Les manifestants pro-gays tabassés, les milices anti-homo en revanche, continuent leurs agressions en toute impunité. Pas d'arrestation, pas de condamnation. On comprend mieux la bienveillance des autorités en écoutant Vitali Milonov, député du parti de Vladimir Poutine, et à l'origine de l'une des premières lois anti-homo dans le pays. Je ne crois pas que ces groupes s'attaquent aux homosexuels. En fait, ils s'attaquent aux pédophiles. Le fait que la plupart des pédophiles soient aussi des homosexuels, c'est le problème des homosexuels, pas de ces groupes qui les attaquent. Traduction, ce sont les victimes qui sont condamnables, pas les bourreaux. Rostov, dans le sud de la Russie. Cette bande de copains de 15 à 23 ans a eu une idée pour s'amuser le week-end. Ils ont créé leur propre milice, la chasse aux homos, ils appellent ça un safari. Pour moi, les safaris, c'est un sport extrême. C'est vraiment une super sensation. À chaque fois, c'est comme de l'adrénaline. Les groupes anti-homo se font même concurrence, gloire aux plus cruels d'entre eux. Cette vidéo a remporté un prix. C'était lors d'un concours organisé par tous les groupes comme le nôtre dans le pays. On a envoyé nos meilleures vidéos et c'est celle-là, la nôtre, qui l'a emportée. Selon l'ONG ILGA Europe, la principauté arrive 45e sur 49 en termes de droits et de libertés accordés aux personnes LGBTI. Seul un contrat de vie commune devant notaire inspiré du PACS français a été voté fin 2019. Sur la question des droits homosexuels, ni le Conseil national ni le gouvernement n'ont donné suite à notre proposition d'interview. On est obligé d'en passer par là, hélas oui, parce que l'homophobie continue. Même si aujourd'hui les réseaux sociaux font beaucoup à l'ouverture de la diversité LGBTQI+, il reste encore du chemin à faire. Il y avait 2 personnes du même sexe qui s'embrassent à une terrasse de restaurant. Une famille à côté réagit. Comment vous, en tant que propriétaire, vous gérez la situation ? Vous accueillez des gens du même sexe qui viennent chercher une chambre dans un hôtel. À la réception, comment votre personnel les accueille ? Il ne faut pas faire de bourdes ou de mauvaises recommandations, de dire est-ce qu'il faut 2 lits, 1 lit, etc. Donc, ça veut dire qu'en 2021, c'est encore utile aujourd'hui de dire ça ? Bien sûr. Ça paraît un peu fou, en fait. Non, ça paraît fou. Bien sûr, dans un monde idéal, tout ça ne devrait pas exister, mais on ne vit pas dans un monde idéal. Et il faut accompagner nos professionnels du mieux qu'on peut pour justement garantir une qualité d'accueil à Nice qui soit la meilleure possible pour tous les types de clientèle. Les droits progressent, mais pas aussi vite que les mentalités. Aujourd'hui, le quotidien des personnes LGBT demeure empreint de violence et de discrimination. On en parle avec Sébastien Tuller, juriste, responsable des questions LGBT à Amnesty International France. Sébastien Tuller, bonjour. Bonjour.
La crise sanitaire a eu des conséquences sur l'avancée des droits LGBT. Certains adolescents rejetés par leurs parents pendant le confinement se sont par exemple retrouvés à la rue. Est-ce que c'est la preuve qu'il suffit d'une crise pour que les droits des personnes LGBT soient menacés? Même si on assiste à une amélioration des droits des personnes LGBTI partout dans le monde depuis de nombreuses années, on assiste aujourd'hui aussi à une période de stagnation et voire de régression. Et effectivement, on a vu que le Covid, d'une certaine manière, a accentué les inégalités et les discriminations. Et les jeunes LGBTI ont été la cible ou victime de violences intrafamiliales pendant cette crise. Donc oui, ça nous pousse à devoir nous mobiliser et continuer à poursuivre nos luttes au quotidien contre les LGBTI-phobies. Aujourd'hui encore, ça reste difficile de porter plainte. Quand on arrive à porter plainte pour des questions de discrimination, de violence homophobe ou transphobe, la circonstance aggravante d'homophobie ou de transphobie est rarement maintenue. En fait, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a très peu de condamnations pour des violences homophobes et transphobes et que cette impunité, elle participe à cette légitimisation des violences homophobes. Parce qu'on se dit, en fait, s'il n'y a pas de condamnation, d'une certaine manière, on a un permis de continuer à insulter, discriminer ou violenter des personnes simplement en raison de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Et donc oui, il faut incontestablement améliorer la formation des forces de l'ordre, mais il faut être beaucoup plus ambitieux. Il faut former toute la société à ces discriminations qui sont structurelles et qui gangrènent toute la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et donc pas s'arrêter uniquement à l'aspect répressif, après l'agression. Il faut vraiment mettre le paquet aussi sur la prévention. Quand on suit une agression homophobe, ça veut dire d'une certaine manière, on a déjà échoué. Il faut lutter dès le plus jeune âge pour déconstruire les stéréotypes, les préjugés qui mènent à des actes de haine encore aujourd'hui en France. Ce message, Timothée le fait passer sur TikTok, mais aussi directement auprès de ses élèves, comme cet après-midi-là, où il a proposé à un petit groupe de se retrouver dans un parc. Je vais pas me cacher, je suis LGBT aussi. Et voilà. C'est bizarre. Mais non, mais pleure pas. Pourquoi tu pleures? Mais c'est bien, tu l'as su. Ben oui. Ça fait du bien parce qu'on se dit on n'est pas seul à être comme ça. Aux États-Unis, une fusillade dans un club LGBT+ a fait au moins 5 morts et 18 blessés. Le drame s'est produit dans la ville de Colorado Springs dans la nuit de samedi à dimanche, lorsqu'un homme âgé de 22 ans est entré dans l'établissement muni d'un fusil avant d'ouvrir le feu. Could the defendant please state his name? Andrew. There was nothing communicated to me that he would be physically incompetent to be here today to participate in this process. As I said, the court asked very specific questions of him about his constitutional rights and he acknowledged them. So obviously appears that he's physically competent to participate.